En manchette ce soir, Val-d'Or devra attendre pour le transfert des caribous du Nord. Québec repousse d'1 an l'opération pour repeupler la Harde. Quel est l'engouement autour du Parti québécois dans la région? C'est certain que c'est une bonne tape dans le dos, je dirais, pour l'équipe du Parti québécois qui travaille très fort. Et on vous fait revivre la marche Gabriel Commanda à Val-d'Or. À un moment donné, tout ensemble, ça pourrait changer un petit peu à chaque année, mettons, là. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. On ouvre le bulletin malheureusement sur une triste nouvelle. On vient d'apprendre que 5 personnes ont perdu la vie après une importante collision sur la route 113 à Chapais cet après-midi. On parle là de 4 hommes et une femme, dont certains d'entre eux venaient de la communauté de Waswanipi. La collision a eu lieu entre une camionnette et une fourgonnette au kilomètre 338 vers 13h15. Et les premières constatations de la Sûreté du Québec tendent à privilégier une collision frontale après que la camionnette ait dévié de sa voie, suivie de l'incendie de la fourgonnette. Une personne prenait place à bord de la camionnette alors que 4 occupants se trouvaient dans l'autre véhicule. La SQ prévoit que la route soit encore fermée pour de nombreuses heures. Et nouveau retard dans le dossier du caribou. Anthony, Québec repousse maintenant d'1 an le transfert de caribou nordique dans la Harde de Val-d'Or. Tout à fait, Mélissa. La nouvelle nous a été confirmée par Québec cet après-midi alors que l'opération devait avoir lieu entre vendredi de la semaine dernière jusqu'au 31 mars. Et c'est une nouvelle qui a de quoi surprendre puisque ce projet pilote de transport de 6 bêtes vers la Harde de Val-d'Or a été annoncé il y a moins d'1 mois. La stratégie vise à préserver la Harde de Val-d'Or qui n'est formée que de 9 individus. Une situation qui est jugée précaire par plusieurs acteurs du milieu. Et Mélissa, nous avons tenté d'obtenir une entrevue avec le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui pilote le dossier pour qu'il nous explique cette volte-face. Toutefois, nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse du cabinet du ministre de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Oui, puis Anthony, on imagine bien que la réaction est quand même assez vive chez certains groupes environnementaux. Ah oui, là, notamment pour l'Action boréale qui dénonce ce nouveau retard dans le dossier. Ils ne sont toutefois pas surpris par la situation puisque pour eux, le dossier est devenu un politique. Là. Henri Jacob, le président d'Action boréale, juge que le gouvernement a laissé tomber l'aspect environnemental et se désole de constater que le destin de la Harde ne tient plus qu'à un fil. Il nous révèle aussi ne jamais avoir été consulté en ce qui traite de la réalisation, de ce projet pilote. Un projet qu'il juge inutile si rien n'est fait maintenant pour conserver l'habitat global du caribou. Dans un contexte de développement forestier et de pression de l'industrie, il croit difficilement que la situation peut aller en s'améliorant. Tous les rapports disent la même chose. Si on veut sauver le caribou, il va falloir faire des actions, pas juste des discours, pas juste des consultations. Il est temps d'agir, mais ce gouvernement-là n'a pas d'intention d'agir. On nous présente toutes des études, on nous présente des commissions pour étudier la question, on nous présente maintenant la réintroduction et maintenant on nous dit qu'il n'y aura plus de réintroduction pour tout de suite. Fait que il semble que c'est une stratégie d'étirer le temps, de le remettre toujours à plus tard, en espérant probablement que le caribou finisse par disparaître. Bref, un retard qui survient alors que le voile d'une intervention fédérale plane toujours sur Québec. Le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a donné au gouvernement Legault jusqu'au 1er mai pour déposer son plan de protection du caribou. Une intervention qui, Mélissa, je vous confirme, est de plus en plus encouragée par les groupes militants de la région. Merci Anthony. Je vous en prie. En politique, un sondage publié hier par la firme Léger dévoile que le Parti québécois est à nouveau en tête des intentions de vote dans la province. Mais est-ce que cet engouement se fait aussi sentir en Abitibi-Témiscamingue? Les réponses avec Kimberly Hall. Les plus récentes analyses du site web Québec 125, datées du 4 mars dernier, démontrent que le Parti québécois gagne de plus en plus de terrain dans les comtés de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et l'Abitibi-Ouest. Le mécontentement face au gouvernement Legault se fait présentement sentir chez les gens rencontrés plus tôt aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va rentrer parce que la séparation est dure. Elle va être dure. Hein? Oui. Je ne sais pas s'il va rentrer. Il y a un bon parti, même. Il y a un bon monsieur, mais je ne sais pas s'il va rentrer. C'est pas mal serré. Oui? Oui, je dirais que c'est serré, là. OK. Puis est-ce que vous êtes confiant qu'ils vont peut-être gagner les prochaines élections? Oui, je suis confiante. La CAQ, ça s'en va. Ça s'en va, ça, c'est sûr. Le Parti québécois prend la place. Puis là, mais il s'est divisé un peu partout. Fait que ça ne peut pas. À un moment donné, il faut qu'il y ait une réaction.
La réaction, c'est le Parti québécois. En Abitibi-Ouest, le PQ mène à 38 %, ce qui est 8 % plus haut que la coalition Avenir Québec. À Rouyn-Noranda-Témiscamingue, les intentions de vote sont de 29 %, ce qui n'est pas loin derrière Québec solidaire qui mène à 32 %. La porte-parole nationale, Mégane Perry-Melançon, qui était de passage dans la région, est fière de voir cette montée pour le parti. C'est encourageant de voir que ce travail-là, qui est fait de manière authentique, senti, avec un chef qui assume ses convictions aussi. On est une formation indépendantiste et on veut mettre ce projet de société-là de l'avant dans toutes nos interventions et on voit qu'on continue de progresser. Alors, c'est très encourageant, mais il faut évidemment être prudent avec les sondages. Ça peut fluctuer, ça peut varier. Alors, on se concentre sur le travail qu'on a à faire. Précisons qu'au début du mois, les récents sondages étaient également favorables au Parti québécois. L'ancien député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, qui a représenté le PQ pendant 40 ans, croit que les convictions fermes du chef actuel a contribué à ce regain de popularité. Et là, on a un chef extraordinaire qui est attractif pour la population. La population dit, il prend le temps de se réfléchir, de dire pourquoi il est d'accord avec A plutôt que B, puis il ne descend pas les autres, puis il ne fait pas leur programme, puis il ne dit pas « moi j'ai raison, puis les autres ont tort ». Il dit tous à nous autres, moi je veux qu'on assume ce que nous portons. Malgré le fait qu'il y a seulement 4 députés à l'Assemblée nationale, Mégane Perry-Melançon est convaincue que le travail fait dans les régions va continuer de percer, dont en Abitibi-Témiscamingue. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Justement, vous demandez, êtes-vous surpris par la montée du Parti québécois dans les sondages? Vous avez répondu non à 72 %. D'ailleurs, Mégane Perry-Melançon est actuellement en tournée nationale pour l'habitation. Elle était de passage aujourd'hui à Rouyn-Noranda et elle a profité du moment pour rencontrer les membres de la Chambre de commerce et d'industrie. Et on vise notamment à augmenter la concertation entre les acteurs du milieu pour faciliter l'émergence de projets futurs dans la région. Et pour elle, le déni du gouvernement face à l'enjeu au cours de ses 4 premières années de mandat n'a fait qu'accentuer la problématique dans les régions comme ici. Ici, il faudrait au moins 300 logements, c'est ce que la SCHL dit comme chiffre, là, indique comme chiffre, mais quand on parle aux acteurs, ce serait le double. Alors, il faut s'assurer que le gouvernement du Québec aide financièrement les municipalités à donner le feu vert à des projets. Et les programmes existants sont très défaillants, alors on entend un peu là, le cri du cœur de beaucoup d'intervenants. Et en cette journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, des centaines de personnes se sont réunies pour la célèbre marche Gabriel Commanda à Val-d'Or, qu'Emilia Liberté était sur place. Ils étaient plus de 500 à marcher dans les rues de Val-d'Or jeudi, à l'occasion de la marche Gabriel Commanda. Et en cette 24e édition, l'objectif de l'événement demeure le même, celui de lancer un message de solidarité entre les peuples. Le visage de Val-d'Or change, se transforme au fil des années. On accueille de plus en plus de personnes issues des communautés culturelles. Alors, c'est un rappel que le racisme demeure un enjeu de société, puis qu'il faut garder une vigilance collective sur cet enjeu-là et d'avoir aussi autant de jeunes réunis, bien, c'est porteur pour des messages positifs et des messages d'espoir. Chaque année, le rassemblement est organisé par le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme. Pour certains, c'était une première expérience, mais pour d'autres, c'est une tradition. Ça fait 20 ans que je fais la marche, puis j'ai inculqué à mes enfants que même s'ils en sont victimes encore après tant d'années, à un moment donné, tout ensemble, ça pourrait changer un petit peu à chaque année, mettons, là. Pour faire vivre la belle expérience aux enfants, dans le fond, pour la plupart, c'est leur première expérience. De dire justement non au racisme, non à l'injustice. Alors, c'est pour ça qu'on participe à cette marche. C'est essentiel, là. On est sur leur territoire. Et puis, Val-d'Or, ça a été difficile à certains moments donnés. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir. La semaine d'action contre le racisme se poursuit donc jusqu'à vendredi. Mais ce que les participants de la mobilisation espèrent, c'est que ce soit une lutte de tous les jours. Stop le racisme! Stop le racisme!
Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. On va sur la scène judiciaire maintenant. Le jury de 9 femmes et 4 hommes présidents au procès pour meurtre au second degré de Sylvie Rochon avait congé aujourd'hui. Après 7 jours de procédure au palais de justice de Rouyn-Noranda, le dépôt de la preuve principale s'étant notamment terminé par le contre-interrogatoire de l'accusé par la couronne. Les procureurs au dossier préparent maintenant leur plaidoyer en vue des délibérations qui s'entameraient lundi prochain. Hier, avant l'ajournement, un des membres du jury a questionné le juge afin de savoir quel était l'amas de tissu présent près d'une causeuse photographiée après le crime. L'honorable juge Jean-Louis Lemay a rappelé que la question avait été posée à la présumée agresseuse, mais qu'elle ne l'a pas identifiée. Sur un autre sujet, l'îlot d'or de Sainte-Terre fait appel aux entreprises afin de participer au bien-être des aînés dans une campagne de financement. Et l'objectif est d'amasser 50 000 $ pour la campagne, mais également de créer des partenariats à long terme avec des compagnies d'une durée de 3 à 5 ans. L'organisme dit fait face à des défis dont le recrutement, la formation et la rétention de la main-d'œuvre. Il souhaite continuer à offrir des services de qualité et maintenir un niveau de confort à ses résidents. Et on se déplace à Val-d'Or puisque 7 postes en répartition sont abolis chez Télébec. Le syndicat Teamsters, qui représente les employés touchés, déplore la décision de Bell Canada, qui est propriétaire de l'entreprise de télécommunications. La convention collective prévoit des indemnités ainsi que de possibles réaffectations vers d'autres emplois. L'Abitibi-Témiscamingue a perdu des résidents au profit du reste du Québec dans les 2 dernières années. C'est ce qu'indique le bulletin socio-démographique qui a été publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec. Pour 2022-2023, 1570 personnes sont entrées dans la région, mais 2025 résidents en sont sortis, ce qui représente une perte démographique d'environ 450 personnes. Et dans un autre dossier, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs tenait hier soir sa première soirée d'information quant au plan de gestion de l'orignal dans la région. Et c'est près de 300 personnes qui se sont rassemblées dans le centre communautaire du quartier Megwaters à Rouyn-Noranda. Les intervenants sont venus informer la population sur des avenues possibles pour la gestion de la chasse à l'orignal dans les prochaines années. La tournée va se poursuivre la semaine prochaine, lundi à Val-d'Or et jeudi à Ville-Marie. En agriculture maintenant, le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, est inquiet de l'avenir de l'agriculture dans la région, au Québec et au Canada. Et c'est pourquoi il a interpellé le gouvernement fédéral à agir rapidement. Il appuie d'ailleurs la demande du gouvernement du Québec d'activer le programme Agri-Relance pour que des sommes additionnelles puissent être versées aux producteurs en difficulté. En environnement, un mémoire dans le cadre de la démarche de réflexion sur l'avenir de la forêt a été adopté par les élus du conseil de la MRC de Témiscamingue hier. Le mémoire souligne l'importance de la forêt pour le Témiscamingue et présente 5 recommandations en lien avec les réalités du territoire. Et parmi les recommandations, on parle d'augmenter le financement du réseau routier forestier et les subventions à l'aménagement forestier en forêt privée. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, ici Matt Lévesque. Je présente mon spectacle au QG ce soir à compter de 20h. Je vous en parle dans quelques minutes. Manquez pas ça. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Du 29 février au 9 mars avait lieu la 57e édition du festival Folie Fred Big James à Chibougamau. Cet événement, qui s'est déroulé sur 10 jours, a attiré de nombreux visiteurs, une participation de 102 coureurs au cross-country et une participation de 503 motoneigistes à la randonnée du président. Les prix et bourses totalisant 50 000 $ ont été remis aux participants. Les retombées économiques s'élèvent à plus de 260 000 $. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le
Le forum Avantage numérique bat son plein à Rouyn-Noranda et pour l'occasion, le département de création et nouveaux médias de l'UQAT et l'Agora des Arts présentaient cet avant-midi une conférence sur l'avancement du projet Noranda Lab. Il vise à contribuer à la vitalisation du quartier culturel du Vieux-Noranda. Ceux derrière le projet espèrent d'ici les prochaines semaines voir le Noranda Lab obtenir du financement et même une structure officielle. Et à terme, l'équipe du Noranda Lab espère offrir des pistes de solutions et certaines réponses à des enjeux que vit le milieu culturel du secteur. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, c'est ce soir que l'humoriste Matt Lévesque s'amène sur les planches du QG de Rouyn-Noranda. Oui, il nous présente son spectacle Grunge et pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, il est originaire du Lac-Saint-Jean. Il cumule près de 15 ans d'expérience dans le milieu de l'humour. Sur scène, c'est un mélange, Mélissa, de stand-up cru, d'anecdotes également où est-ce qu'il va incarner des personnages d'une intensité assez déconcertante. Merci, je vous laisse en juger par vous-même. J'ai contacté ma blonde tantôt pour l'appeler. J'ai dit, j'avais juste envie d'entendre ta voix parce que je me sens loin de toi. Puis elle dit, t'es où, là? Je dis, là, je suis pas loin de Lamotte. Elle dit, Lamotte, le nom de famille. Je dis, non, Lamotte, là, comme une motte donnée. J'ai un village qui s'appelle de même. Fait que j'étais fasciné. C'est ma première visite à Rouyn-Noranda, puis je suis bien excité. Spectacle qui s'appelle Grunge. Pourquoi avoir choisi ce nom-là au juste? Bien, c'est comme plus une comparaison avec ma vie de fin trentaine. Fait que au début, je pensais peut-être l'appeler punk, mais je dis, je suis moins punk, je suis plus grunge que punk à cette heure. Fait que c'est juste pour faire petite réflexion par rapport à ce que je vis dans la trentaine, à ce que j'affronte comme défi, comme je suis nouveau papa depuis 4 ans aussi. Fait que c'est toutes mes petites bébites de la trentaine, puis j'ai beaucoup d'anecdotes. C'est un show très bonne franquette. Les anecdotes, c'est niaiseux, puis c'est le fun. Souvent, je connecte très bien avec les gens de région. Fait que, ouais, c'est un show que ça fait 7-8 fois que je produis seulement. Fait qu'il est encore bien frais. Fait que j'ai encore la face, tu sais, avec les étincelles des yeux, que je suis pas sur le pilote automatique. C'est vraiment très, très trippant. Et Stéphanie, c'est ce soir que l'humoriste Jérémy Demey présente son spectacle naturel à la salle multidisciplinaire du Centre civique de Matagami. Oui. Effectivement, Mélissa, on a de l'énergie, du charisme et de la vivacité d'esprit qui seront du rendez-vous. On parle d'un spectacle qui va mettre en lumière plusieurs confessions. Jérémy Demey sera en spectacle demain à Val-d'Or, samedi au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Il a très, très hâte de vous y voir. J'ai pas envie que les gens viennent voir un spectacle, j'ai envie qu'ils vivent un moment. C'est comme quand tu fais une soirée entre amis ou une fête en famille, quelque chose de convivial, de chaleureux. Il y a beaucoup de jokes niaiseuses, il y a beaucoup d'échanges avec le public. J'aime beaucoup échanger avec le public, ça crée des moments magiques. Et voilà, tu sais, dans ma salle, il y a des gens de 20 à 75 ans. C'est un public très large. Et donc, ça crée aussi une ambiance un peu familiale, un peu chaleureuse. Et donc, je pense que tout à la gang, on arrive à créer des beaux moments de spectacle. Ceux qui vont dire, ouais, mais les Français, un Français drôle, c'est comme un Chinois roux, ça n'existe pas. Si, ça se peut. Ça se peut. Et donc, venez passer un bon moment avec nous. Les Huskies ont remporté le dernier duel de la 117 hier soir contre les Foreurs. On revient après la pause sur ce match. Soyez avec nous. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Hier soir, du côté de Val-d'Or, se déroulait le dernier duel de la 117 de la saison entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or. Alexandre Cabana a préparé un résumé de la soirée d'hier. Les Foreurs ont remporté les 3 premiers duels, les Huskies les 6 suivants. Alex Carr s'assure de mettre le feu à la rivalité dès le début du match. Les hostilités sont lancées. Val-d'Or tente de mettre fin à une dizaine de 12 défaites consécutives. Fiala y va d'un tir parfait en avantage numérique. Les Foreurs poursuivent sur leur lancée et profitent encore de l'indiscipline des Huskies. Il a été généreux, Pilote. Un tir de but! Ouais. Charles-Antoine Pilote! Tout semble fonctionner comme sur des roulettes, même ce tir de Brisson.
Après un 4e but sans réplique, c'en est assez. Les Huskies vont retirer leur gardien et ramener leur gardien numéro 1, William Rousseau, qui va se faire immédiatement signaler. Le changement de gardien donne un électrochoc à la meute. Zonon va marquer en infériorité numérique et Antonin Véro, le meilleur pointeur de la Ligue, en ajoute, c'est son 103e point. Et le but! Antonin Véro, c'est 4-4. Le vent tourne complètement en 3e période. Carooters dévie habilement le tir-passe d'Higgins et François-James Buteau marque son 14e de la saison après quelques pas de danse. Zonon va clouer le cercueil avec son 2e. Lagacé s'en prend à lui, Lagacé va aller au cachot, ça fait 7-4. Ouais, là, c'est même plus drôle pour les Foreurs présentement. Il y a un changement de gardien. Les Huskies l'emportent 7-4. Dans la défaite du côté des Foreurs de Val-d'Or, Philippe Veilleux a été le meilleur avec 2 points. La recrue de tout juste 17 ans est le meilleur marqueur de l'équipe cette saison. Il sera assurément à surveiller l'année prochaine. Mais pour le moment, il reste encore 2 matchs aux 2 équipes de la région, 2 programmes doubles à la maison ce week-end pour terminer la saison en beauté. De terminer à la maison avec devant nos fans, là, c'est plaisant, puis on va leur donner un bon spectacle. Oui, ça va être une belle fin de semaine là, avec l'hommage aux 20 ans. Vendredi soir, le match pour l'autisme, puis c'est sûr que de revenir à la maison, de passer, on va avoir une bonne semaine d'entraînement la semaine prochaine aussi. Une semaine d'entraînement complète avant les séries éliminatoires, c'est sûr que c'est de bon augure pour notre équipe. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Stéphanie, le printemps est arrivé cette semaine, mais est-ce que les températures s'annoncent plus clémentes? Eh bien, pour l'instant, on n'a aucun signe de tempête qui est annoncé. C'est la bonne nouvelle, Mélissa, en ce qui a trait ce soir et cette nuit. Pour l'Abitibi, on a quand même des nuages. Ça devrait se dégager d'ici la fin de la soirée. Ça va être plutôt froid. On parle de minimum de moins 26 degrés. Ça se dégage pour le Témiscamingue avec moins 23 degrés. Demain, pour l'ensemble des secteurs, on laisse place aux nuages avec maximum de moins 4 degrés. Et un aperçu pour samedi pour l'ensemble du territoire, c'est alternance de soleil et de nuages avec des probabilités d'averses de neige, moins 5 en Abitibi et moins 3 au Témiscamingue. Passez une excellente soirée. Merci Stéphanie. Et je termine avec la communauté de Québec au Témiscamingue qui s'est adressée aujourd'hui au Comité permanent de l'environnement et du développement durable à Ottawa. Ça concernait le projet de gestion des déchets nucléaires à Chalk River. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée et on se retrouve demain.